je vous propose de vous présenter l'équipe donc derrière votre écran. Je me présente, hein, Thomas Joly. Moi, je suis ingénieur régional basé à Pusignan, à côté de Lyon, et également animateur de la filière maïs pour Arvalis. Vous avez les présentateurs donc sur la gauche de votre écran que vous allez écouter tout à l'heure pendant ce webinaire. Donc Brigitte Escal qui est basée à Montardon, à côté de Pau, Grégory Véricel et Hélène Lagrange qui sont basés à Baziège, proche de Toulouse, et Thibaut Rey, basé à Pusignan, à côté de Lyon. Vous avez également une équipe de modérateurs, hein, donc on sera là pour répondre à vos questions par écrit et dans un deuxième temps à l'oral. Donc Jean-Louis Moignet, Manuel Heredia et Didier Lasserre, donc respectivement Poitou-Charentes, Sud-Aquitaine et Alsace. Donc qui seront également derrière les manettes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà pour les équipes. L'ordre du jour de ce webinaire, donc vous voyez, on l'a découpé en 3 temps. Le premier, donc redéfinir quels sont les besoins du maïs en termes de fertilisation et comment on peut y répondre. Donc ça serait Thibaut Rey qui vous présentera cette partie-là. Ensuite, on reviendra sur l'enjeu des starters et des biostimulants pour les apports en début de cycle, donc avec Brigitte et Grégory. Et ensuite, en troisième temps, accompagner le développement de la plante. Donc, on rebalayera l'ensemble des formes d'azote pour les différents apports. Et donc, c'est Hélène et Grégory qui vous présenteront ces éléments. Voilà rapidement pour cette introduction. Et je passe tout de suite la parole à Thibaut qui va vous présenter donc les besoins du maïs et comment y répondre. Bien, bonjour à tous. Donc, pour commencer ce webinaire, on souhaitait faire quelques rappels dans un premier temps sur finalement comment se construit la biomasse du maïs et comment il est nécessaire de l'alimenter. Donc, vous avez à l'écran ici un graphique qui finalement vient d'une publication qui est un peu vieille mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui, qui vous présente finalement en fonction de la biomasse quelle est la dynamique d'assimilation des éléments au cours du cycle du maïs. Donc vous voyez qu'à partir de 50% des feuilles visibles, donc à peu près 8 feuilles pour des précoces, plutôt 10 feuilles pour des tardives, vous avez une biomasse qui va s'accroître de façon très rapide jusqu'à finalement la fin d'assimilation des éléments, qui est l'humidité 50 du grain. En parallèle de cet accroissement de la biomasse, la dynamique d'assimilation des éléments, elle est variable. Vous allez avoir une phase très rapide d'assimilation de l'azote, jusqu'à peu près floraison, qui va être conjointe à une phase très rapide d'éléments nutritifs de potasse, donc qui elle aussi en grande quantité. Et puis, de façon plus linéaire, au cours du cycle du maïs, vous allez avoir une assimilation du phosphore qui lui est quasiment continue, un peu plus de façon plus restreinte en quantité que ce que ne représente l'azote ou la potasse, mais jusqu'à la fin d'assimilation des éléments, le phosphore va être croissante. Donc, sur ces différentes dynamiques, on peut finalement scinder le cycle du maïs en 2 temps. Un premier temps où la fertilisation va avoir pour objectif de réussir à implanter un peuplement de plantes idéales au regard de la densité, de la précocité de votre variété, de votre secteur. Assurer en fait que les jeunes plantules se développent rapidement, et qu'elles soient moins soumises aux différents stress auxquels elles pourront être confrontées, notamment soit des pressions parasitaires, des oiseaux, des taupins, des scutigérelles, j'en passe, ou du froid, en fonction de votre date de semis et de votre quartier. Une fois que ce peuplement-là est en place, on va chercher ensuite à maintenir son développement et alimenter le potentiel qui est en cours de croissance. Donc, plutôt sur fin de cycle, finalement, c'est la nutrition pour alimenter toute la biomasse qu'on prépare avec la densité de plantes et la régularité des plantes qu'on a réussi à mettre en œuvre jusqu'à 50% des feuilles visibles. L'incidence de défaut de nutrition de la plante pour ces différents éléments, elle est variable en fonction de l'élément, mais également en fonction du cycle. Pour l'azote, contrairement au blé, l'azote va avoir un effet très fort sur toute la phase de création des grains, autant en nombre qu'en fécondation, jusqu'à slag. Là, l'azote a un fort impact
sur la croissance et le rendement, la construction du rendement. Et ce qui est différent par rapport au blé, c'est que la phase d'assimilation de l'azote, elle est continue jusqu'à la maturité. Et du coup, par rapport au blé, finalement, des carences azotées, qu'elles soient liées à un déficit d'éléments ou un déficit hydrique, elles auront un impact même après le stade limite d'avortement du grain, qui est ici représenté sous l'acronyme SLAG. Pour le phosphore, vous voyez que la courbe d'assimilation du phosphore, elle est constante au fur et à mesure du cycle du maïs. Malgré tout, l'incidence d'un déficit de phosphore en début de cycle, elle peut être très très forte, au moins jusqu'à 50% de PV cycle, d'où l'intérêt de mettre du starter pour les situations en fait, où le plan de fumure le nécessite, ou certaines situations un peu froides, smétaux, ou sur lesquelles en fait, on sait qu'on a une pression parasitaire qui peut être très très forte et difficile à contrôler. La potasse, elle, pareil, un peu comme le phosphore, légèrement décalée dans le cycle, mais peut avoir un impact très très fort, surtout sur les carences très élevées, très précoces. Alors, dans le webinaire, aujourd'hui, on va beaucoup vous parler d'azote, un petit peu de phosphore, pas du tout de potasse. Donc, sur l'azote et sur le fractionnement des apports d'azote, je souhaitais vous présenter ici les résultats d'une synthèse d'essai qui visait à comparer finalement pour des stratégies en 2 apports d'azote sur le maïs, l'incidence de la date du second apport sur le rendement. Donc, finalement, c'est une synthèse de nombreux essais entre 92 et 2017 pour une dose totale fixe, finalement, et on regarde l'incidence sur le rendement de la date du deuxième apport. Donc, le graphique qui est présent à l'écran, finalement, c'est l'écart entre des stratégies de 2 apports versus 1 apport pour différentes dates du deuxième apport. Et ce qu'on voit ici, c'est que pour un deuxième apport entre 5 et 10 feuilles, l'incidence sur le rendement elle est même légèrement positive quand vous apportez autour de 10 feuilles. Sous-entendu, on accompagne bien le cycle des plantes, on limite les pertes, notamment sur les sols très filtrants vers la nappe phréatique. Par contre, dès lors qu'on décale et qu'on a une différence de date très forte entre le premier apport et des apports plus tardifs, on a très rapidement une pénalisation sur le rendement. Donc ça ne généralise pas, ce graphique-là ne généralise pas l'intégralité des stratégies qu'on peut avoir, mais l'idée c'était vraiment de vous montrer ici, finalement, l'effet des dates, des écarts entre un premier apport et un second apport sur un potentiel de rendement. Une autre façon de vous présenter les choses, et de façon plus large en fait, c'est cette diapo-là. On s'est permis en fait de généraliser, d'avoir des préconisations de différentes stratégies d'apport en fonction de typologie de sol, en fonction de dose d'azote, en fonction de date de semis, pour ceux qui seraient tentés de faire 1, 2 ou 3, voire plus d'apports en fonction du potentiel de rendement et de la date et de la dose totale, excusez-moi. Donc, ça ne résume bien évidemment pas toutes les situations, mais voilà, c'était pour faire un petit point sur l'utilisation du DAP, surtout pour tout ce qui concerne les semis précoces. Je le rappelle, donc tout ce qui est aussi parcelles avec une très grosse pression topin, parcelles avec une très grosse pression oiseau, les scutis GRL, tous les ravageurs du sol d'une façon générale, à compléter avec 1, 2, voire 3 apports pour le très gros total, en plein ou en fouille, de préférence, en végétation du maïs. Certaines parcelles, on y reviendra plus tard, avec des produits résiduaires organiques, nécessitent finalement qu'un seul apport sans DAP, parce qu'on a déjà du phosphore dans le sol, et à ce moment-là, sous réserve de la réglementation, on peut se limiter à un apport. L'idéal est de ne le faire pas trop tard, celui-ci, sous peine d'avoir des pertes de rendement potentielles avec des décalages entre de l'azote organique qui devra minéraliser avant d'être disponible, et donc de voir des petites zones de faiblesse en termes d'alimentation azotée. Donc, on reviendra un petit peu maintenant en cours de ce webinaire sur finalement les formes et les types de produits qu'on pourra utiliser pour apporter et alimenter en azote des plantes de maïs, autant sur le début de cycle qu'en cours de cycle. Donc sur le début du cycle, on va vous présenter juste après des résultats sur des biostimulants, notamment, autant en foliaire qu'en semences. Et donc, avant de commencer cette partie-là, on souhaitait vous rappeler une petite définition de ce qu'est un biostimulant. Donc,
un biostimulant au titre de la réglementation européenne, en fait. Donc, les biostimulants peuvent bénéficier d'une AMM auprès de l'ANSES. C'est une substance nutritive une substance qui peut être nutritive, mais qui a pour objectif d'améliorer les processus de nutrition. Donc en fait, pour un biostimulant, sa composition intrinsèque ne compte pas, mais c'est vraiment ce qu'on va rechercher, c'est un produit qui va avoir un pouvoir boostant sur soit la biodisponibilité des éléments dans le sol, soit améliorer les symbioses entre les racines des plantes, enfin du maïs et des plantes, enfin bref, c'est un produit qui a pour objectif de stimuler les processus de nutrition sans pour autant obligatoirement avoir une fonction nutritive intrinsèque. Donc, une fois je vais laisser la parole maintenant à mes collègues pour la suite du webinaire. Oui, bonjour à tous. Comme on vient de voir d'après la définition, et par rapport à l'objectif d'obtenir une plante plus vigoureuse, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut attendre des biostimulants? Alors, on va devoir d'abord apporter sur la semence et ensuite, on verra avec Grégory qu'est-ce qu'il en est d'un apport plutôt en foliaire. Donc, comme on vient de voir, un produit biostimulant, c'est un fertilisant qui est défini par sa fonction. Et lorsque ce produit est apporté sur la semence, alors ça c'est une offre qui est en pleine expansion, comme vous avez pu remarquer, on peut se poser la question, quelles sont les principales allégations qui sont mises en avant pour ce type d'apport et quels effets on peut en attendre. Alors, les allégations sont multiples et on retrouve souvent des améliorations du développement racinaire, de la disponibilité en phosphore, un meilleur développement des mycorhizes, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière, une amélioration de l'absorption des nutriments et souvent une protection contre les stress abiotiques est mise en avant et protection contre principalement le froid, le stress hydrique en particulier, et possibilité aussi d'améliorer la photosynthèse avec tous les gains qui peuvent être associés à cette amélioration de la photosynthèse. Sur le terrain, ces allégations vont se traduire par des effets possibles, visibles sur toutes les caractéristiques de la levée, la densité de plantes, une amélioration de vigueur, de surface foliaire. Et finalement, pour toutes ces améliorations apportées sur les stades précoces, dans certains cas, certains produits mettent en avant une amélioration du potentiel de rendement, voire sécurisation du rendement. Par contre, le fait de vraiment améliorer le rendement, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon moins fréquente et surtout une amélioration du rendement qui ne serait liée qu'au seul produit biostimulant en lui-même. Donc, comme on va voir sur la diapo suivante, parmi les principales offres de biostimulants proposées sur le marché, alors associés à la semence directement, donc c'est le cas de, vous avez des exemples de produits cités en rouge, donc apportés sur la semence, ou alors de produits disponibles en solo, donc c'est plutôt les produits indiqués en violet. Alors sachant que cette liste n'est pas exhaustive, donc on trouve finalement des produits de nature très diverse. Des composés organiques simples comme des acides aminés, des extraits végétaux ou d'algues, c'est une catégorie très fréquente, des micro-organismes, alors aussi bien bactéries, champignons, mycorhizes ou leurs extraits dérivés. Autre catégorie importante, les macromolécules organiques, en particulier acide humique, acide fulvique. Et par contre, de façon plus accessoire, on trouve des substances minérales non nutritives. Et enfin, bien que ça ne réponde pas totalement à la définition de biostimulant que vous avez vue tout à l'heure, dans la mesure où, comme vous avez pu le voir dans la définition, il y a bien l'idée
qu'on est sur une stimulation des processus de nutrition indépendamment de la teneur en éléments nutritifs. Mais c'est vrai qu'on a des produits qui mettent en avant un effet biostimulant avec une composition particulière en macro et oligo-éléments. Et comme vous avez vu, on utilise le terme biostimulant entre guillemets parce que finalement, il peut y avoir des produits qui ne répondent pas exactement à la définition, mais qui mettent en avant des effets qui correspondent à ce qu'on peut attendre d'un biostimulant. Voilà. Donc, au niveau d'Arvalis, nous avons commencé sur 2 années à évaluer ce type d'offres. Et vous avez donc les offres qu'on retrouve dans ces différentes catégories et qui sont codées. Nous avons, lorsqu'on s'intéresse à l'effet de ces biostimulants, on regarde principalement sur les effets sur les stades précoces, en particulier feuilles visibles, teneur en chlorophylle, note de vigueur, des avances éventuelles à la floraison. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est un effet éventuel sur le rendement et sur les composantes. Donc, sur la diapo suivante, vous pouvez voir les sites d'essai sur les 2 années, aussi bien sur côté maïs fourrage que sur maïs grain. Et comme vous pouvez le voir, on a été confronté après semis à des conditions variées et plus ou moins difficiles, même sur le cycle, conditions qui peuvent être propices à l'évaluation, à la mise en évidence d'un effet bénéfique des biostimulants. Donc, au niveau des résultats obtenus, donc, comme je vous disais, on s'est intéressé à la vigueur et sur le premier graphe, il apparaît clairement que seul l'apport d'engrais starter, la modalité donc T2, permet d'observer systématiquement et de façon significative sur tous les essais un gain de vigueur de l'ordre d'1 point sur une échelle qui va de 1 à 10. Pas d'effet des biostimulants. Parallèlement à cette notation de vigueur, on faisait des notations d'indice de teneur en chlorophylle. Les résultats sont exprimés ici en pourcentage du témoin. Et bien que les effets ne soient pas significatifs, avec l'apport d'engrais starter, on tend à avoir une amélioration de la teneur en chlorophylle. Mais par contre, aucun effet bénéfique lié aux biostimulants sur l'ensemble des essais. Et parallèlement à ces notations au stade précoce, on réalise des notations de stade foliaire. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, on retrouve, et sur les photos d'ailleurs, on retrouve cet effet connu de l'engrais starter sur l'avancement des stades foliaires. On peut dans certains cas avoir jusqu'à 1 feuille d'avance. En moyenne, on est sur un effet significatif, un gain de 0,5 feuilles d'avance. Et comme on peut le voir, aucun des biostimulants testés n'a permis d'observer cet effet qu'on observe par contre avec l'apport d'engrais starter. Et cet avancement dans les stades foliaires, on le retrouve à la floraison avec un avancement de 2 à 3 jours en moyenne sur la date de floraison femelle. Au niveau du rendement, aucun effet bénéfique significatif n'a été mis en évidence dans le cadre de ces essais pour nos conditions de culture. Pour la partie foliaire, je passe la parole à Grégo. Merci Brigitte, bonjour à tous. Donc après les produits biostimulants en traitement de semences, voilà les quelques produits qu'on a testés dans nos essais en 2019-2020, appliqués donc plus tard sur le cycle du maïs en végétation. Donc là, dans nos essais, on avait 4 produits, Axioma Maïs, Maïster, 3 produits, pardon, et le Naneos PNZN. Qui contiennent, alors tous contiennent à la fois des extraits d'algues et quelques substances minérales nutritives, mais en très faible quantité quand on regarde les doses apportées à l'hectare, donc du phosphore, de l'azote et du zinc. Et puis on a le cas du Kawastart qui contient aussi des acides aminés.
Donc sur la diapo suivante, on voit de manière un peu plus détaillée voilà, la composition. Je ne vais pas plus entrer dans le détail, mais les effets attendus, finalement, on est assez proche des allégations que Brigitte a pu vous présenter, à savoir la plupart des produits qui revendiquent un effet d'amélioration de la vigueur racinaire ou du développement racinaire, et qui peut avoir pour conséquence une meilleure implantation de la culture en début de cycle, et notamment d'absorption des éléments minéraux tels que le phosphore. Et puis, au moins pour certains des produits comme Axioma Maïs ou comme Kawastart, une meilleure tolérance à certains stress abiotiques. Donc, parmi les produits, en fait, seul le Maïster a été testé les 2 années 2019 et 2020. Et ensuite, les autres produits ont été testés soit l'une, soit l'autre des 2 années. Donc, sur la diapo suivante, il y a un petit temps de latence. Voilà, on a une présentation de nos 2 essais. Alors, c'était 2 essais situés en Alsace, sur la même commune et donc sur des sols de limon hydromorphe, donc assez sensible à la battance. Vous avez une photo de l'alvé en 2019 où on avait une formation de croûte de battance assez importante, mais finalement qui par la suite a assez peu pénalisé le maïs. Quand je compare les 2 situations, dans les 2 cas, on est quand même sur des sols assez bien pourvus en phosphore, hein. On est au-delà des seuils de carence en phosphore, donc il n'y a pas forcément besoin d'en apporter au maïs, si ce n'est pour rechercher un effet starter en semis en conditions un petit peu difficiles. Et par rapport au contexte de l'année, on voit que l'année 2020 était un peu plus difficile que 2019, avec des températures plus fraîches, notamment 2 jours où les températures étaient inférieures à 10 degrés au stade 5-6 feuilles, alors que ce n'était pas le cas en 2019. Et puis en termes de stress hydrique, l'année 2020 aussi a été marquée par un déficit hydrique un peu plus important. Alors, je n'ai pas précisé, hein, les 2 essais n'étaient pas irrigués. Le but, c'était justement d'avoir des conditions un petit peu de stress au niveau de ces essais. Dans les modalités qu'on a testées, donc il y a les différents produits que je vous ai présentés juste avant, qui ont été comparés à un témoin. Et comme dans les essais traitement de semences, on avait aussi une modalité avec fertilisation starter. La différence, c'est qu'ici, on l'a systématiquement associé aussi aux biostimulants. Donc en fait, on a des biostimulants avec et sans fertilisation starter. Voilà. Donc on peut passer à la diapo suivante. Alors là, je me suis focalisé sur l'essai 2020. Je reviendrai un petit peu après sur celui de 2019. C'est là où finalement on a eu les réponses les plus importantes dans l'essai. Donc la première chose que vous pouvez voir au niveau du rendement maïs-grain, donc les 3 premières barres des histogrammes correspondent aux situations sans starter, donc le témoin et puis donc les 2 biostimulants Maïster Naeneos, où on voit qu'on a des écarts finalement très faibles entre les modalités, en tout cas pas significatifs. Et puis on voit par contre un écart assez important sur les 3 modalités de droite avec fertilisation starter, où en fait en moyenne on gagne 9,3 quintaux de rendement entre les situations avec starter et sans starter. Donc là dans cet essai on avait une bonne réponse de la fertilisation starter. Et par contre, si on compare maintenant 2 à 2 les situations avec ou sans biostimulant, on voit qu'il y a un léger avantage en faveur des situations avec biostimulant, mais qui n'est pas significatif, où on gagne donc de l'ordre de 1,3 quintaux. Bon, on a regardé les autres composantes du rendement. Alors on n'a pas de différence significative, sauf l'humidité à la récolte, mais sur le nombre de grains et le PMG,
on ne voit pas de différence significative, que ça soit avec ou sans biostimulant ou avec ou sans starter. Néanmoins, les tendances sont plus marquées avec ou sans fertilisation starter. Et puis on voit par contre à la récolte, là on a des résultats significatifs avec un dessèchement plus rapide finalement du grain lorsqu'on apporte du 18-46. Et à l'inverse, en apportant des biostimulants, on a tendance à conserver davantage d'humidité à la récolte. En 2019, j'ai les mêmes types de résultats, mais on n'avait aucun effet significatif, y compris pour avec ou sans starter, où finalement l'essai avait beaucoup moins répondu que celui de 2020. Donc sur cette diapo-là, on s'est intéressé à la date de floraison. Et donc là, on peut constater encore une fois un effet significatif des situations avec apport d'engrais starter, où en fait on va gagner 3 jours de précocité. Et avec les biostimulants, c'est l'inverse. Alors l'écart n'est pas significatif quand on moyenne l'ensemble des produits, mais on perd 1 jour de précocité. Donc avec un petit peu la question qu'on peut, l'hypothèse, je veux dire, qu'on peut mettre en avant avec les biostimulants, c'est peut-être un effet stay green qui aurait tendance à, voilà, bon après on n'est que sur 1 jour, mais on le voit sur l'humidité ou sur la précocité, on a tendance à légèrement retarder en fin de cycle la maturité du maïs. Donc, diapo suivante. Pour conclure, alors c'est des résultats sur seulement 2 années, mais avec un ensemble de conditions pédoclimatiques quand même variées. Que ce soit les biostimulants apportés en traitement de semences ou en foliaire, on n'a pas pu mettre en évidence d'effets significatifs par rapport aux témoins sur les différentes variables mesurées en cours de culture et à la récolte, si ce n'est les biostimulants foliaires, l'humidité du grain à la récolte. En revanche, avec la terre type 18-46, au moins dans les essais donc biostimulants foliaires, là on a pu observer un impact de la fertilisation starter qui était assez important, notamment en 2020. Et sur l'ensemble des essais, on avait un gain de rendement de 1,9 quintaux par hectare avec engrais starter. Donc, on observe cet effet bénéfique sur le rendement dans certains essais, et en tout cas sur la vigueur, l'avancée des stades foliaires et la précocité, notamment à floraison. Donc ça, on n'a pas des réponses systématiques à la fertilisation starter, notamment dans des sols assez bien pourvus en phosphore. Néanmoins, on va les recommander dans des conditions d'implantation difficiles, donc soit sur des semis précoces où le sol est encore peu réchauffé, éventuellement aussi dans des situations avec des risques de ravageurs telluriques type nématode, ou éventuellement des risques d'attaque de topin, où un gain de précocité peut être un avantage. Maintenant, si on s'intéresse aux aspects économiques, on a fait quelques hypothèses de prix de vente du maïs entre 12 et 18 euros par quintal. Et donc, on a essayé d'estimer le gain de rendement qui permettrait donc, finalement de rentabiliser un investissement, que ce soit des biostimulants, traitement de semences foliaires ou des apports de fertilisation starter. Donc pour des biostimulants en traitement de semences, en général, on est sur un coût supplémentaire de 12 à 30 euros par hectare. Donc pour absorber ce surcoût, en fait, il faut un gain de rendement du maïs de 0,7 à 2,5 quintaux hectare. Sur les produits foliaires, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Alors là, les produits qu'on a testés,
ça va être de 20 à 30 euros par hectare le coût de ces produits. Donc, ce qui équivaut à un gain de rendement de 1,2 à 2,5 quintaux par hectare. Et puis pour la fertilisation starter, alors dans nos essais, on était sur des doses de 100 kg par hectare de 18-46, donc ce qui équivaut à de 33 à 37 euros hectare. Donc là, il faut un gain de rendement de 2 à 3 quintaux par hectare pour amortir le surcoût. Maintenant, on était plutôt sur des doses élevées. Enfin, si on cherche vraiment un effet starter, des doses de l'ordre de 50 kg par hectare permettent déjà d'avoir une réponse en termes de précocité et de démarrage voilà, plus rapide de la culture. Et là, des gains de rendement de l'ordre de 1 à 1,7 quintaux par hectare permettent de compenser le coût de l'engrais. Et donc dans nos essais, en moyenne, avec un gain de rendement de 1,9 quintaux par hectare, le gain économique de la fertilisation starter, là où on était on serait de l'ordre de 3 à 15 euros par hectare. Après, il faut peut-être tenir compte aussi dans la fertilisation starter, si on est sur des doses plus importantes, des apports de P et d'azote qui peuvent ne pas être négligeables et qu'il faut déduire de la fertilisation, du reste de la fertilisation du maïs. Alors bonjour à toutes, je vais prendre la suite des présentations. Donc dans cette deuxième partie, on va vous parler de l'accompagnement, d'accompagner le développement des plantes. Donc pour commencer en introduction de cette partie, on voulait un peu revenir sur les formes d'azote dans le sol. Donc c'est ce que vous voyez sur la diapo présentée ici. Donc on a différentes formes d'azote qui sont présentes dans le sol. Et la plante va absorber certaines formes. Donc la plante va absorber des ions ammonium ou des ions nitrates, donc qui sont présents naturellement dans le sol ou qui peuvent être apportés avec les différents engrais. Et donc dans le sol, il se passe plein de choses. Donc il y a plein de processus de transformation. Donc vous voyez les flèches en vert représentées ici. Donc avec de la transformation, de la nitrification par exemple, et vous pouvez avoir des échanges qui se font aussi avec la matière organique du sol, donc de l'organisation qui est liée à l'activité des micro-organismes dans le sol. Et vous pouvez aussi avoir de la minéralisation de cette matière organique qui la rend disponible pour la plante. Et donc, toutes ces transformations sont aussi associées à des pertes et des risques de pertes. Donc, c'est ce qui est représenté ici avec les flèches rouges. Donc, vous voyez que les différentes formes d'azote sont associées à des pertes différentes. Donc, le type de perte dépend de la forme d'azote. Donc, vous pouvez avoir de la volatilisation, on parle de volatilisation ammoniacale. Donc, l'ion ammonium produit un gaz, l'ammoniac, qui peut être volatilisé. Donc, en termes de quantité, c'est sur la période d'absorption par les plantes, c'est ce qui représente la plus grande quantité de pertes potentielles au moment des apports d'engrais. Après, d'autres formes de pertes, donc vous pourrez retrouver de la dénitrification ou de la lixiviation, donc des pertes dans les eaux. Donc pour vous parler un peu des formes d'apport, des formes d'engrais qu'on peut apporter, donc on vous a représenté dans le tableau ici les formes dont on va vous parler par la suite, avec donc de l'urée. Donc l'urée pourrait être on apporte 100% de forme urée en apportant de l'urée solide au sol. Et pour être rendu disponible à la plante, il y a une transformation qui doit se passer, donc c'est l'hydrolyse de l'urée pour produire de l'ion ammonium. Donc on vous en reparlera tout à l'heure. On peut apporter donc de l'ammonitrate, donc l'ammonitrate qui est 50% ammonium et 50% nitrate. Et on peut vous apporter donc, par exemple du sulfate d'ammonium, 100% ammonium. Donc c'est cette forme ammonium qui est sensible à la volatilisation. Et on peut aussi apporter donc, des produits organiques dont la composition varie en fonction des types de produits. Et donc les formes d'azote apportées varient en fonction des types de produits, avec de l'azote sous forme minérale, principalement ammoniacale, et sous forme organique.
Donc, je vais vous parler dans un premier temps de la fertilisation avec les produits organiques. Donc, en essayant de balayer un peu comment et quand les intégrer dans la stratégie de fertilisation. Donc, il ne faut pas oublier que les produits organiques, c'est des produits complexes. Il existe autant de produits organiques que d'exploitations qui produisent des produits organiques. C'est des produits complexes qui dépendent du type de produit, un type d'élevage, des conduites d'élevage, qui dépendent des modes de stockage de ces produits organiques et éventuellement des modes de transformation de ces différents produits organiques. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte pour gérer la fertilisation avec les produits organiques. Et aussi de prendre en compte que c'est des engrais qui ne sont pas des engrais simples, ils apportent différents éléments, donc de l'azote, du phosphore, du potassium, mais aussi des oligo-éléments. Et que tous ces éléments sont plus ou moins disponibles en fonction des types d'engrais et des périodes d'apport. Et ne pas oublier non plus que les engrais organiques peuvent avoir un effet amendant, donc en apportant de la matière organique au sol, et ils ont aussi un effet pH, généralement une augmentation du pH. Donc là, je vais vous parler de la fertilisation azotée. Donc schématiquement, c'est ce que je vous ai représenté ici, une sorte de diagramme sur les formes d'azote dans les produits organiques. Donc, de manière générale, on peut en gros distinguer trois sortes d'azote dans les produits organiques. Donc, en bleu foncé, vous avez l'azote qui va avoir un effet direct. Donc, c'est la fraction minérale, donc de l'azote rapidement disponible pour la plante. Et ensuite, vous avez la forme organique, donc qui est représentée en orange et en bleu clair. Donc cette forme organique, vous avez une partie qui va avoir un effet fertilisant sur du court terme, donc en année 1 de l'apport et en année 2 éventuellement selon les produits. Donc c'est une partie organique qui est rapidement minéralisée dans le sol suite à l'apport. Et vous avez une partie de l'azote organique qui est beaucoup plus stable et qui, elle, va intégrer la matière organique du sol et fournira de l'azote en fonction de la minéralisation de la matière organique du sol. Donc, pour bénéficier de l'effet court terme de la fertilisation avec les produits organiques, l'enjeu, c'est donc de conserver l'azote minéral, donc la partie bleu foncé qu'on apporte avec les produits organiques. Et également, l'enjeu, c'est sur cette partie effet court terme, c'est de pouvoir connaître cette minéralisation à court terme pour savoir quand est-ce que l'azote est rendu disponible pour la plante. Donc là, vous avez quelques exemples de produits. Donc, il ne faut pas prendre les chiffres au pied de la lettre, c'est des exemples. Et comme je le dis, chaque produit est différent, mais ça donne un peu des ordres de grandeur de différents produits. Donc, vous retrouvez par exemple des types lisier porcin qui vont être des produits qui vont apporter pas mal d'azote minéral disponible rapidement. Et donc, l'enjeu sur ces produits, c'est de conserver cet azote minéral. Et vous allez avoir des produits à l'inverse comme des composts, donc des fumiers compostés ou d'autres types de composts, qui eux sont des produits à matière organique plutôt stables et avec très peu d'azote disponible rapidement. Donc eux auront des effets fertilisants, des faibles effets fertilisants azotés sur les premières années. Et en intermédiaire, vous retrouvez des types fumiers donc, qui apportent un petit peu d'azote minéral, de l'azote organique qui va se minéraliser sur la première année et une quantité donc assez importante, mais qui n'est pas la plus élevée, d'azote organique stable. Et donc, peut-être pour vous parler d'un produit dont on entend pas mal parler en ce moment, donc les digestats. Donc, je vous ai représenté ici en termes d'azote à quoi ressemble le profil des digestats. Donc, c'est des produits qui apportent beaucoup d'azote minéral. Donc, vous voyez qu'ils ressemblent pas mal au lisier porcin en termes de fertilisation azotée. Donc, ils apportent beaucoup d'azote minéral et la matière organique qui est apportée est plutôt stable, même si en quantité, elle est plutôt plus faible. Elle est assez faible. Donc, ce qui est important sur ces digestats, c'est de prendre en compte qu'ils ont un effet fertilisant rapide lié à cet azote minéral. Donc, je le redis, ils ressemblent à des lisiers. Et donc, je vous disais, je ne vais pas parler de l'effet amendant, mais pour pointer quand même une particularité sur ces produits, c'est que
ils ont un effet, quand on apporte du carbone avec ces produits, c'est du carbone très stable. Donc, je vais continuer pour la partie fertilisante en décomposant un peu les deux termes d'azote disponibles sur l'année, donc à court terme. Donc, d'abord sur la partie minéralisée de l'azote organique. Donc, on a fait des travaux sur différents types d'azote organique, différents types d'engrais organiques, pardon, pour comprendre un peu comment se comportent ces différents produits. On a regardé donc la minéralisation de l'azote organique en fonction des produits. Et donc, avec ces travaux, on a pu déterminer 6 classes de comportement de produits organiques. Donc, c'est ce qui est représenté ici sur ces courbes. Donc, c'est des courbes qui représentent en proportion d'azote organique apporté, la proportion qui est minéralisée, donc rendue disponible pour la culture, au cours du temps. Donc, vous avez ici des cinétiques qui sont représentés. Et vous voyez, donc, en fonction de ces classes, un comportement différent. Donc, par exemple, avec la classe, si je prends la classe 1 en rose, donc c'est des produits qui vont avoir besoin de consommer de l'azote au moment de l'apport, donc qui font de l'organisation, et donc qui est des produits qu'il faut éviter d'apporter au moment où la plante a besoin de l'azote, puisque eux-mêmes vont piéger de l'azote pour faire leur organisation. Après, vous avez des produits, par exemple les classes 3, 4 ou 5, qui vont libérer progressivement de l'azote par minéralisation, donc en quantité différente en fonction de la stabilité des produits, mais avec une libération plutôt progressive. Donc vous retrouvez dans ces classes des produits de type fumier, délicieux, et vous retrouvez les digestats dans ces classes-là. Et une dernière classe particulière, la classe 6, donc, où vous retrouvez des effluents de distillerie, des fientes de volaille. Donc là, c'est des produits qui vont libérer de l'azote très rapidement. Et donc, la minéralisation qui se fait rapidement. Donc, ces cinétiques de minéralisation, donc, ça représente la vitesse de mise à disposition donc, de cette fraction organique, et qui, encore une fois, est très variable en fonction des produits. Mais ce classement en 6 classes nous aide en tout cas à comprendre le comportement des produits organiques. Donc ensuite, sur l'effet court terme, je vous ai dit, donc il y a la partie minérale. Donc cette partie minérale, elle est disponible rapidement pour la plante à condition qu'elle soit conservée. Puisque donc, cette partie minérale, c'est la partie qui est sensible à la volatilisation. Donc on a pas mal travaillé sur la volatilisation des produits organiques et fait des mesures au champ de volatilisation de différents produits. Donc ici, je vous présente un exemple avec des digestats. Donc, on a mesuré la volatilisation sur des digestats. Donc là, c'est un essai qui a été conduit dans le nord de la France avec la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais et le SATEJ Nord-Pas-de-Calais. Donc, sur un digestat, donc, on a fait des mesures dans différentes conditions. Donc, vous voyez 2 années, donc 2016 et 2017. Et vous voyez qu'on a fait des mesures en fonction de différents modes d'apport. Donc, soit on enfouissait l'apport tout de suite après l'avoir apporté, soit on enfouissait au bout de 48 heures. Donc, la première chose à remarquer sur ces cinétiques, donc, qui sont représentés sur le graphe ici en proportion d'azote minéral volatilisé. Donc, par exemple, le 100%, ça veut dire que 100% de l'azote minéral que j'ai apporté avec mon produit organique a été volatilisé. Donc, pour un des cas ici, on a volatilisé 100% de l'azote minéral. Et dans cet exemple-là, ça représentait 70 kg d'azote. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, pour revenir donc, sur ce qu'on observe sur ces cinétiques, donc la première chose qu'on observe, c'est que quelle que soit l'année et le mode d'apport, on a la forme des courbes qui est la même, avec donc une cinétique, une vitesse de volatilisation qui est comparable. Donc, tout se passe dans les heures après l'épandage. Et ça se voit ici sur les digestats, mais ça se voit aussi sur tous les produits organiques. Donc, c'est une particularité des produits organiques en comparaison aux engrais minéraux. Pour les produits organiques, la volatilisation se fait rapidement. Donc, si on veut avoir une action efficace pour limiter la volatilisation, il faut le faire rapidement dans les heures après l'épandage. Et donc, cette action, vous voyez sur les courbes ici, entre les vertes et les bleues, c'est l'effet de l'enfouissement. Et on voit bien que le fait d'avoir enfoui les apports, donc immédiatement après les avoir faits, a permis de limiter et de réduire de manière conséquente cette volatilisation. Et ce, quelle que soit l'année sur laquelle on a fait cette action.
Donc ces pertes par volatilisation peuvent être conséquentes, mais peuvent être limitées. Et elles sont dépendantes de plusieurs facteurs, donc des conditions d'apport, comme on le voit ici, et des conditions pédoclimatiques. Donc le pH peut avoir un effet, et le climat, avec le vent, donc le vent qui peut accentuer le phénomène de volatilisation. Les températures également, en température élevée, on a plus de risques de perte par volatilisation. Et les pluies peuvent avoir aussi un effet, là, en limitant la volatilisation. Donc des apports juste avant des pluies peuvent aider à limiter la volatilisation. Et donc, en résumé, là, je vous ai présenté un seul essai, mais on en a conduit pas mal. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces cinétiques sont toujours les mêmes, avec une volatilisation qui est rapide et des quantités perdues qui sont variables en fonction des conditions, mais aussi en fonction des produits. Donc, en fonction de la quantité d'azote minéral ou ammoniacal présent dans ces produits, du pH des produits et de la teneur en matière sèche des produits. Donc, des produits qui auront beaucoup d'azote minéral, donc par exemple des digestats ou des lisiers, vont être plus sensibles à la volatilisation. Et donc, l'enjeu pour conserver cet effet azote, c'est de la limiter. Donc, en choisissant les périodes d'épandage, en évitant d'apporter en période venteuse, et en choisissant également le matériel d'épandage en favorisant l'enfouissement. Donc, pour approcher ces effets court terme, on peut utiliser un coefficient. Donc, vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est le coefficient d'équivalence azote, ou appelé KEQ azote, N, donc qui représente le pourcentage d'azote total apporté qui sera efficace pour la plante, en comparaison donc, à une quantité d'azote minéral, donc d'ammonitrate apportée. Donc, autrement dit, ce qui est écrit ici, c'est la quantité d'engrais minéral équivalent à 1 kg d'azote total du produit. Ces coefficients d'équivalence sont dépendants à la fois des produits, à la fois des périodes d'apport, des cultures sur lesquelles ils sont apportés, et ils peuvent aussi dépendre des sols et des climats. Donc, pour référence, vous pouvez vous référer donc, à la source qui est présentée ici, issue de la brochure fertilisation du Comifère. Donc, je vous ai sorti quelques exemples de coefficients d'équivalence, donc des fumiers, lisiers et des digestats pour 2 types de cultures, donc les maïs ou les céréales à paille, et différentes périodes d'apport, fin d'été, automne ou printemps. Donc, vous constatez qu'on a des coefficients plus élevés sur les apports de printemps. Donc, les apports de produits organiques faits au printemps semblent avoir plus d'efficacité. C'est ce qu'on a mesuré en expérimentation, ont plus d'efficacité que les apports faits en fin d'été ou à l'automne. Mais encore une fois, ça dépend des produits. Et donc, vous pouvez constater qu'en fonction des types de cultures, on n'a pas les mêmes niveaux de coefficients d'équivalence. Peut-être juste un point sur les coefficients d'équivalence des digestats. Il y a pas mal de travaux qui sont en cours. Vous avez des valeurs qui sont diffusées ici donc au niveau du Comifère. Donc, il faut savoir qu'il y a des travaux en ce moment au sein du Comifère pour revoir ces valeurs. Donc, ici, on a par exemple, en cas d'incorporation, un coefficient d'équivalence de 0,9 quand on fait un apport au printemps sur du maïs. Donc ça, c'est une valeur plutôt élevée. Et avec la révision, il semble que les coefficients d'équivalence vont sans doute proposer, enfin les futurs qui vont être proposés vont sans doute être un peu abaissés suite aux différents résultats d'essais qui ont eu lieu ces dernières années. Donc pour optimiser la fertilisation avec les produits organiques, l'idée c'est de maximiser cette valorisation de l'azote, et en référence avec ces coefficients d'équivalence, ça veut dire de choisir la période d'apport et la culture sur laquelle le coefficient d'équivalence est le plus élevé. Et bien sûr, avoir en tête qu'il faut suivre la réglementation avec les périodes d'interdiction qui existent quand on est en zone vulnérable pour les produits organiques, et prendre en compte la portance des sols, bien sûr. Donc, on a essayé de positionner sur l'exemple qui vous a été présenté tout à l'heure, les stratégies de fertilisation avec différents produits organiques. Donc, on a essayé de positionner des stratégies avec des fumiers ou avec des lisiers, fumier de volaille et digestats.
Donc les fumiers de bovins, on va plutôt les apporter, donc avant maïs, on va essayer de les apporter un mois et demi ou 2 mois avant le semis de maïs. Donc vous avez la flèche rouge ici qui vous explique pourquoi. C'est parce que il peut y avoir des risques d'organisation, donc de consommation d'azote au moment de l'apport. Et on va essayer de les positionner un peu avant le semis pour éviter d'avoir cette période-là sur une période où le maïs aurait besoin d'azote. Ensuite, des lisiers ou des digestacs qui ont pas mal d'azote minéral et donc de l'azote disponible rapidement. Donc là, on va pouvoir les apporter plus proche du semis. Et si possible, dans la mesure du possible, on va préférer l'enfouissement pour éviter la volatilisation. Donc vous avez 2 stratégies proposées ici, donc des apports au semis ou éventuellement on peut essayer des apports en cours de végétation en essayant d'enfouir ces apports pour éviter la volatilisation. Et donc il faut bien prendre en compte ces apports-là dans les calculs de dose avec la quantité d'azote apportée par les produits organiques qui se calcule par rapport à la dose de produits organiques, la teneur en azote total et le coefficient d'équivalence en azote que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir besoin de faire des complémentations en fonction des quantités apportées et des besoins de vos cultures. Donc voilà pour dans les grandes lignes pour la stratégie de fertilisation avec les produits organiques. Donc l'enjeu, c'est de bien connaître la composition de ces produits. Vous pouvez vous référer, il existe différentes sources qui donnent des compositions moyennes, mais le mieux, c'est encore de faire des analyses de ses propres produits organiques pour connaître la composition. Un des enjeux, c'est de conserver la valeur fertilisante à court terme, donc en limitant la volatilisation, et d'essayer de positionner au mieux ces produits, donc pour maximiser l'efficience des produits organiques en tenant compte notamment de la minéralisation et de la cinétique de minéralisation de ces différents produits, avec des stratégies de calcul de dose en fonction de la composition. Et donc, j'en ai pas parlé ici, mais il faut bien prendre en compte qu'il y a d'autres éléments qui sont apportés, notamment du phosphore ou du potassium, et des oligo-éléments également. Donc, je vais laisser la main à Grégory pour vous parler des produits minéraux. Merci Hélène. Donc sur les produits minéraux, je vais surtout vous parler de comparaison entre formes d'azote. Alors il y a l'intérêt de l'enfouissement, il est vrai aussi pour les produits minéraux. Je ne vais pas revenir dessus parce que Hélène vous en a parlé sur la partie organique et finalement ça se vérifie aussi sur l'azote minéral, en particulier pour les engrais uréiques. La première chose que je voulais vous présenter, c'est une comparaison des formes d'azote classiques, donc urée versus ammonitrate, qu'on a pu réaliser dans un nombre assez important d'essais, 15 essais, et où finalement, quand on regarde toutes situations confondues, on ne voit pas de différence significative de rendement entre ammonitrate et urée. Donc c'est une stratégie, je n'ai pas précisé, mais en 2 apports, où à chaque fois on apporte soit que de l'urée, soit que de l'ammonitrate. Donc les résultats ils sont exprimés à la fois en écart de rendement par rapport à l'urée, ou aussi en pourcentage du rendement de l'urée. Donc je ne disais pas de différence significative dans la situation générale. On s'est ainsi intéressé au type de sol, avec des situations en sol calcaire ou non calcaire, où là on aurait tendance à avoir un petit avantage pour l'ammonitrate en sol non calcaire, mais ça ne ressort pas de manière significative. Et c'est des résultats qui peuvent être un peu surprenants parce qu'on observe l'inverse sur blé, à savoir que l'écart ammonitrate-urée sur blé est plus intéressant en sol calcaire qu'en sol non calcaire. Et puis les 2 dernières lignes du tableau, j'ai essayé de regarder en fait dans nos différents essais quelles étaient les conditions pluviométriques dans les jours qui suivaient les apports d'azote.
J'ai regardé seulement dans les 5 jours. Souvent, on parle de 15 jours après les apports, sauf qu'en maïs, dans les 15 jours après les apports, surtout le dernier apport, on a souvent une irrigation. Donc, je me suis positionné dans les 5 jours qui suivaient les apports. Et en gros, j'ai considéré que les conditions étaient favorables à la valorisation de l'azote, donc défavorables à la volatilisation, si dans les 5 jours survenait plus de 10 mm de pluie. Et finalement, bon, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de gros écart dans ces cas-là entre les deux formes d'azote, que ce soit ammonitrate et urée. Sur la diapo suivante, je m'intéresse maintenant à des engrais innovants. Enfin, quand je dis innovants, ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'ils sont présents sur le marché en France. Donc, c'est tout ce qui est urée avec inhibiteur d'uréase. J'en cite quelques-uns qu'on a testés dans nos essais. Il y a le Nexen, Utec, Novius ou encore Urée plus Limus. Alors après, il en existe d'autres et puis souvent c'est les mêmes produits mais qui peuvent avoir des noms différents suivant le distributeur. Donc les 3 premiers, en fait, ils contiennent un additif qui inhibe l'uréase, donc l'enzyme responsable de l'hydrolyse de l'urée, donc du NBPT. Et puis l'urée plus limus, en fait, il contient non pas une, mais 2 molécules, mais très proches l'une de l'autre, qui ont les mêmes effets. Donc l'intérêt, en fait, c'est qu'on va retarder, mais de manière assez fine, hein, l'hydrolyse de l'urée par cette enzyme qui est présente dans le sol, ce qui fait qu'on ne va jamais avoir de formation de pic d'ammonium en surface. Et finalement, c'est ce pic d'ammonium qui est exposé à la volatilisation quand les conditions sont défavorables. Donc on va avoir plutôt une transformation un peu plus graduelle dans le temps, ce qui fait que l'ammonium sera soit absorbé directement par le maïs, soit aura le temps de se transformer progressivement en nitrate. Et donc sera beaucoup moins exposé à la volatilisation. Dans le chat, je voyais des questions par rapport aux pertes par volatilisation. Donc là, dans 6 essais, en fait, on a mesuré au champ la volatilisation de différentes formes d'azote. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup, c'est des essais assez lourds à mettre en place, donc on n'a pas beaucoup de situations. On a 2 essais en maïs et 4 essais en blé, mais finalement là, ce qu'on mesure, c'est la même chose, hein. On fait un apport soit d'ammonitrate, soit d'urée plus inhibiteur, et donc on mesure les pertes par volatilisation au champ. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que suivant les situations, l'ammonitrate perd de 4 à 10% à peu près d'azote par volatilisation. Et dans le même temps, en fait, en moyenne, l'urée perd 13% d'azote en plus que l'ammonitrate. Donc on voit qu'il y a vraiment un effet forme sur les pertes d'azote. Et maintenant, quand on ajoute un inhibiteur à l'urée, finalement, on se retrouve à un niveau de perte qui est vraiment équivalent à celui de l'ammonitrate. On est à 0,5% de perte en moins que l'ammonitrate, mais ce n'est pas significatif. Donc maintenant, je voulais présenter quelques résultats agronomiques de ces produits. Donc c'est le même tableau que précédemment, sauf que cette fois-ci, je compare de l'urée avec inhibiteur d'uréase, donc c'est tout produit confondu, donc comparé à de l'urée classique, dans les 2 cas en 2 apports. Et donc on a un gain de rendement moyen de 1,8 quintaux par hectare, qui est très significatif. Là, c'est toute situation confondue. Et on voit que quand on regarde de plus près, suivant le type de sol, en fait, en sol calcaire, on ne voit pas de différence entre l'urée classique et urée plus inhibiteur. Par contre, en sol non calcaire, là, il y a un avantage assez important, avec en moyenne 3 quintaux, un peu plus de 3 quintaux de plus grâce aux inhibiteurs d'uréase. Et puis, donc, les 2 dernières lignes, là aussi, j'ai regardé les conditions favorables ou non à la valorisation de l'azote des engrais. Et on voit qu'en conditions défavorables, donc c'est des situations sèches après l'apport, donc où on a un risque de perte par volatilisation assez élevé, on voit que
on voit que le gain de rendement permis par les inhibiteurs d'uréase est plus important qu'en situation où les conditions de valorisation des engrais sont meilleures. Voilà. Donc, je vais parler maintenant d'une autre forme que sont les urées enrobées. Donc là, le principe technologique est un petit peu différent, puisqu'en fait, c'est de l'urée qui est donc enrobée. En général, c'est une substance type lipidique, type un peu paraffine, qui en fait va se dilater avec la chaleur et donc qui va permettre une libération progressive de l'urée. Donc les produits qui ont été testés dans nos essais, on a du Cotten Mix, de l'Agrocote et de l'Hexacote. Donc suivant les produits, le fonctionnement est un petit peu, la technologie est un petit peu différente. Par exemple, dans le Cotten Mix 2 qu'on a testé, on a de l'urée enrobée, ça correspond à 25% de l'engrais, et puis on a aussi 75% d'urée classique. Donc il n'y a pas d'effet, qui n'est pas protégé. L'Agrocote Max qu'on a testé, lui, c'est 100% d'urée enrobée. Par contre, le fabricant nous a conseillé, et c'est ce qu'on a fait dans les essais, de le mélanger à hauteur de 50% avec de l'urée classique. Alors, c'était en expérimentation. Maintenant, c'est des produits qui vont être commercialisés déjà avec le mélange tout prêt. Et puis, on a le cas de l'Hexacote, où là, en fait, on a une partie urée enrobée, mais aussi de l'ammonitrate. Donc, le principe de ces produits, finalement, c'est que là, on va vraiment avoir une libération progressive, beaucoup plus progressive que pour les urées avec inhibiteurs, qui, là encore, va éviter d'avoir un pic d'ammonium dans le sol et donc permettre aussi de limiter les pertes par volatilisation. La différence, c'est comme cette libération est beaucoup plus progressive, les stratégies conseillées pour ces produits vont être plutôt des stratégies en un seul apport. Donc dans nos essais entre semis et 4 feuilles, donc en surface, et qu'on va comparer à une référence urée 2 apports. Et donc en termes de volatilisation, alors là on n'a pas d'essai sur maïs, hein, c'est un essai sur blé où on a testé du Cotten. Et là encore, on voit un avantage du Cotten. Alors, on n'a qu'un seul essai, mais néanmoins des pertes par volatilisation qui sont équivalentes à l'ammonitrate, et en tout cas plus faibles que l'urée classique. Donc, sur la diapo suivante, on a une présentation des résultats agronomiques. Donc, j'ai un petit temps de latence, moi. Voilà. On a deux graphiques, donc celui de gauche, en fait, j'ai comparé toutes les urées enrobées, donc Agrocote, Cotten Mix et Hexacote, en un seul apport à une référence urée en 2 apports. Donc en gros, les points qui sont en dessous de la bissectrice, on a un rendement à l'avantage de l'urée, et inversement pour les points situés au-dessus de la bissectrice. Et là, en fait, on voit une perte de rendement par rapport à une stratégie urée en 2 apports. Maintenant, si on regarde le graphique de droite, là, donc, on compare toujours c'est les mêmes essais et les mêmes produits qu'on va comparer cette fois-ci à de l'urée en un seul apport. Et là, on voit bien un avantage donc, pour les urées enrobées. Donc, en gros, ça illustre aussi l'intérêt au passage du fractionnement de l'urée sur maïs. Et on voit qu'en moyenne, alors ça va dépendre un petit peu des produits, hein, parce qu'ils n'ont pas tout à fait tous les mêmes performances, mais en moyenne, on a bien un gain de rendement par rapport à de l'urée en un seul apport, mais on ne va pas rattraper, on va dire, du moins pas pour tous les produits, l'intérêt finalement de fractionner les apports sur maïs. Alors, il faut quand même être un petit peu prudent dans la comparaison des différents produits, parce qu'ils n'ont pas forcément été tous testés dans les mêmes conditions, puisqu'ils n'étaient pas présents dans les mêmes essais. Et l'autre chose qu'on peut dire, c'est aussi finalement qu'il y a
c'est une utilisation un peu technique, un peu délicate de certains produits, notamment le cotton mix. En fait, il avait été testé dans des essais il y a assez longtemps, et depuis, je pense que la distribution a amélioré, on va dire, les préconisations d'usage, parce que le risque, finalement, c'est de l'apporter trop tard et d'avoir un effet retard, on va dire, tellement important qu'on va pénaliser le maïs. Donc voilà. Et puis, j'ai une dernière catégorie de produits qui sont des engrais à azote protégés. Donc là, on est sur des technologies qui peuvent être un petit peu différentes des urées enrobées. On retrouve des fois des enrobages, mais qui peuvent être de nature différente. Par exemple, dans le cas du énergétique Transym Active, ce n'est pas des composés lipidiques, mais un polymère organique, qui va être dégradé finalement par les micro-organismes du sol. Qui va former une matrice de protection qui petit à petit finalement va être dégradée. Et puis surtout la différence, c'est que là on n'est pas uniquement sur de l'urée, mais sur des urées plus du sulfate d'ammoniac. Donc une partie uréique et puis une partie ammoniacale avec du soufre. Petite précision, dans les essais où on a comparé ces produits, on a apporté une couverture soufre sur l'ensemble de l'essai. Donc quand on compare de l'urée avec ces produits-là, on ne regarde que l'effet azote, on ne regarde pas l'effet soufre des produits. Et puis on a un certain nombre de produits qui ont aussi qui contiennent également souvent des oligo-éléments. Donc le principe ensuite est relativement proche des urées enrobées avec une libération progressive, là encore, de l'azote qui limite le pic d'ammonium et la volatilisation. Donc, si on passe à la diapo suivante, on a les résultats. Alors là, je les ai présentés de manière un petit peu différente parce que chaque produit, finalement, a des recommandations d'usage qui sont différentes. Si je prends par exemple l'Apex N30, donc les conseils du fabricant, c'est de l'apporter finalement au premier apport. Donc suivant nos essais, c'était échelonné entre semis et 3-4 feuilles, et puis de réaliser un deuxième apport où là on apporte de l'urée classique. Et donc on va comparer finalement cette stratégie à l'avant-dernière ligne qui est donc l'urée en 2 apports. Et donc dans 9 essais, on n'a pas vu de différence significative entre ces 2 stratégies. L'énergétique Transym Active, maintenant, là, on est dans une stratégie où le fabricant nous a conseillé de l'apporter en un seul apport précoce, donc au plus tard 3-4 feuilles, et qu'on a comparé à la fois à l'urée 2 apports ou à l'urée un seul apport. Et on voit finalement des performances équivalentes à l'urée 2 apports, donc on peut finalement s'affranchir du fractionnement grâce à l'utilisation de ce produit. Ou alors gagner un peu de rendement, enfin de manière significative, 4 quintaux par rapport à de l'urée en un seul apport. Et puis enfin le Duramon, donc le dernier produit qui a été testé, lui il a été apporté de manière similaire à l'urée en 2 apports. Et donc là on a un gain de rendement significatif de plus de 4 quintaux par hectare. Donc voilà, des stratégies des performances, on va dire, un petit peu variables suivant les produits, mais qui vont aussi dépendre de la stratégie de fractionnement qui est recommandée finalement par le fabricant. Donc on peut passer à la suite. Donc avant de conclure, je voulais vous proposer une approche économique un petit peu de ces résultats. Alors tout d'abord, ce n'est pas présenté sur la diapositive, mais finalement la comparaison urée ammonitrate, on a vu qu'on n'avait pas d'avantage, on va dire, technique à utiliser de l'ammonitrate ou de l'urée, sauf peut-être dans des sols non calcaires. Mais globalement, finalement, ce qui va être le plus important, c'est le différentiel de prix à l'avantage de l'urée, qui fait que d'un point de vue, alors là je me positionne que d'un point de vue économique, pas par rapport aux pertes par volatilisation, mais l'urée reste sur maïs plus avantageuse que l'ammonitrate. Maintenant, si on s'intéresse aux urées plus inhibiteurs, donc finalement les critères importants pour déterminer le seuil de rentabilité du produit, ça va être le prix de l'urée,
finalement le prix de vente du maïs, et puis donc le gain de rendement apporté par l'urée plus inhibiteur. Donc finalement, dans le tableau qui est présenté, donc sur les 3 lignes, on a 3 scénarios de prix de vente du maïs. Et puis en colonne, finalement, on a différentes situations. Tout d'abord, les sols calcaires, où je vous ai dit qu'on n'avait finalement pas de gain de rendement permis par les urées plus inhibiteurs. Dans ce cas, du moment que l'urée plus inhibiteur est plus cher que l'urée classique, on ne sera pas rentable. Donc en fait, là, ce qui est indiqué dans le tableau, c'est l'écart de prix finalement acceptable pour que l'urée plus inhibiteur soit plus avantageuse que l'urée. En sol calcaire, où là, on voyait des gains de rendement assez significatifs, eh ben, on peut, suivant les scénarios de prix, s'autoriser un écart de prix entre 20 et 30 centimes d'euros l'unité d'azote, et auquel cas les urées plus inhibiteurs restent encore rentables. Et puis donc après, j'ai remis les situations mauvaises ou bonnes conditions de valorisation, mais globalement, voilà, suivant un petit peu la performance du produit et le contexte, on a quand même des produits qui restent rentables dans des situations, pour des écarts de, pardon, pour des écarts de prix de l'ordre de 10 à 20-30 centimes par rapport à l'urée classique. Et donc, pour conclure, finalement, on s'est intéressé à différents leviers pour limiter les pertes par volatilisation et donc pour améliorer l'efficience des apports d'engrais azotés. Donc on voit qu'il existe toute une panoplie de leviers. Alors ça, c'est plus Hélène qui en a parlé, mais voilà, ne pas oublier l'intérêt du fractionnement ou de l'enfouissement. Et puis ensuite vient le choix de la forme d'azote. Donc en termes d'efficience, on l'a vu que de manière générale, les performances ammonitrate urée étaient équivalentes, avec peut-être un léger avantage à l'ammonitrate en sol non calcaire. Sur les urées plus inhibiteurs d'uréase, on voit que de manière générale, ces produits ont des meilleures performances que l'urée seule, et c'est encore plus le cas en sol non calcaire. Les urées enrobées, ça peut être une alternative possible au fractionnement du maïs, mais qui nécessite une bonne maîtrise technique, parce que sur des apports tardifs, en fait, on peut finalement avoir une libération de l'azote trop lente qui peut pénaliser le maïs. Et sur les engrais protégés, on a des résultats qui sont assez intéressants pour les produits qu'on a testés. J'ai pas parlé du soufre, mais c'est à inclure de manière générale. Voilà, en fait, finalement, ces produits vont être quand même de manière générale plus chers que de l'urée, et l'écart de prix peut se justifier s'il y a un besoin d'apporter du soufre en plus que de l'azote. Voilà, et puis d'un point de vue économique, on a vu que l'avantage restait plutôt en faveur de l'urée par rapport à l'ammonitrate, et que les urées plus inhibiteurs, suivant les contextes, restaient quand même assez rentables tant que le prix ne dépassait pas, dans le meilleur des cas, 30 centimes d'euros par rapport à celui de l'urée. Quelques communications, donc des rendez-vous à prévoir pour justement aborder toutes ces thématiques. Donc je voulais vous parler du colloque plantes de service qui aura lieu en janvier, donc les 18, 19 et 20 janvier, avec 3 thématiques, et dont l'une, notamment la première journée, le 18 janvier, donc plantes de service et fertilité des sols. Donc on évoquera aussi les aspects fertilité au cours de cette journée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera encore une fois sous format live et numérique. Mais voilà, donc une journée où on abordera aussi la thématique fertilité.
D'autres éléments où vous pouvez peut-être trouver réponse à vos questions, un nouveau guide pratique sur l'interprétation des analyses de terre, donc qui est sorti. Donc on vous remet ici la couverture de ce recueil, et vous pouvez effectivement le commander sur les éditions arvalis.fr. Donc n'hésitez pas également à fouiller un peu toutes nos publications et tous les éléments qu'on peut vous fournir là-dessus sur l'analyse de terre, mais également peut-être d'autres publications qui peuvent vous intéresser. Comme d'habitude, on a nos formats numériques accessibles par tous et partout. Donc arvalisinfo.fr, vous retrouvez pas mal d'articles. Donc vous avez un classement par région ou par culture et par thématique. Donc ici, vous voyez plusieurs articles ou vidéos sur la fertilisation du maïs, notamment une vidéo sur les engrais de ferme, et puis d'autres généralités que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Vous retrouvez probablement des réponses à vos questions. Les choisir à décider, qui sont en cours de rédaction et qui devraient sortir d'ici la fin du mois, donc qui reprennent l'ensemble des analyses de nos essais de l'année. Sachez effectivement, je vous ai remis ici le lien, il vous sera aussi diffusé dans le replay, pour retrouver les choisir maïs de la dernière campagne, où vous retrouvez d'ailleurs quelques essais sur la volatilisation sur certaines régions dans lesquelles on a pu faire des essais. Merci à tous pour votre participation, en espérant que vous ayez trouvé réponse à quelques-unes de vos questions, et puis encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des compléments. Merci et bonne journée.